Alors, je suis Franck Belloir, je suis le directeur du festival des Passeurs de Livres. Alors mon rôle au sein de ce festival, c'est de mettre en place la programmation du festival, c'est-à-dire l'organisation des conférences, les auteurs qui vont venir en lien avec les éditeurs. Mais c'est aussi toute l'organisation générale du festival, prévoir les rencontres pédagogiques, prévoir les rencontres du jeudi par exemple avec la journée autour des femmes. Spécialement consacré aux femmes, la journée dans les quartiers avec les jeunes. Voilà, donc c'est prévoir toute cette organisation, tant sur le plan intellectuel que sur le plan pratique, et veiller à ce que l'ensemble se déroule sans trop d'accros, même si bien sûr, on le sait bien, dans un événement, il y a toujours des accros, des imprévus, des annulations qui compliquent l'organisation. C'est le seul festival en France qui fait dialoguer toutes les sciences humaines, c'est unique. Et puis c'est unique aussi parce que c'est le seul festival en France qui fait dialoguer des scientifiques, des chercheurs et des auteurs fiction. Donc on a des grands noms de la BD, par exemple demain on aura Youn Lucar et Grouazel. Il y avait 100 mètres de queue pour faire dédicacer leurs ouvrages à Angoulême, qui est le festival international de la bande dessinée le plus grand du monde. Déjà tout petit, à titre personnel, je lisais beaucoup, j'avais beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui, mais c'est surtout un choix de plus de 30 ans d'essayer de développer sur ce territoire d'Alès et d'Alès Agglomération tout ce qui était autour de la culture et du livre, sous toutes ses formes certes, mais principalement sur le papier, sur l'écriture. Ça nous permet de nous construire, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de partager, de réfléchir, et donc le livre est quelque chose d'essentiel à la vie en société que nous essayons de promouvoir, notamment pour la jeunesse, mais pas que. Ce festival, j'attends que certains découvrent ou redécouvrent le livre, découvrent des auteurs, que les maisons d'édition puissent aussi vendre, parce que nous avons besoin de maisons d'édition, d'éditeurs aujourd'hui pour promouvoir le livre. C'est une organisation économique à la fois pour continuer à produire des auteurs, parce qu'il y a, je crois, énormément de manuscrits qui proviennent chaque année dans les maisons d'édition. Il y a des choix qui sont faits, et moi je suis pour qu'on puisse imprimer le plus grand nombre d'écrits. Pour moi, la culture, c'est quand même une ouverture sur le monde, et nous avons besoin de nous ouvrir sur le monde. Oh, le rôle du Parisien de service qui peut rendre quelques services depuis la capitale, et c'est spécifié de manière un peu solennelle, président du comité scientifique. Ça veut dire qu'on se réunit 2-3 fois à Paris autour d'un verre ou d'un repas quand il y a beaucoup de choses à décider pour faire évoluer la programmation. Dès l'enfance, oui, moi j'ai baigné dans l'histoire. Je suis né dans une maison au bout du jardin de laquelle il y avait un cèdre du Liban, un arbre qui avait été planté au début du 19e siècle et dont la taille, le gigantisme m'impressionnait. Donc j'ai vécu à l'ombre de l'histoire tout petit. Un lien absolu. Voilà, je vais prendre ma retraite bientôt et je ne peux pas choisir le lieu de ma retraite parce que je suis attaché à mes bouquins. Donc j'en ai 2 caves en plus de l'appartement, 2 box en plus des caves, et je n'imagine pas de m'en séparer. Donc je m'appelle Henri Mouisset et je suis coprésident avec Claude Savy de l'association qui gère ce festival. On a un directeur qui est Franck Belloir et nous avec Claude, on est les présidents de l'association parce que comme l'a dit le président Rivec tout à l'heure, il faut une association de support pour que les crédits puissent être affectés par les collectivités territoriales et l'État. Cette année encore, j'étais co-responsable des journées pédagogiques, comme dit Franck, c'est-à-dire de l'accueil des élèves de tous les lycées et les collèges de l'agglo qui sont venus participer au festival. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce matin, j'ai vu 300 jeunes gens à l'intérieur du salon
j'avoue que ça m'a fait un coup au cœur. Les gens que je côtoie autour de moi, que ce soit mes petits-enfants, mes enfants, etc., ils sont tous sur le numérique, ils sont tous sur leur téléphone, etc. Et je suis sensible à ce que a dit tout à l'heure le président de l'Aglo. Le livre, ça a une odeur, ça a une consistance, etc. Et c'est ce qu'on voudrait justement que les jeunes apprécient. Alors, est-ce qu'on est de la vieille génération qui aimons l'odeur des livres? Voilà, je ne sais pas trop répondre à la question. Alors, l'inspiration, c'est l'actualité, moi. Je fais beaucoup de spectacles qui ont trait à l'actualité, plus précisément même l'actualité politique, on va dire. Je suis assez passionné de comment les êtres humains, qui sont censés être les animaux les plus intelligents, les plus brillants de la biosphère, arrivent à vivre aussi mal, quoi. Arrivent à être aussi nuls, aussi pathos dans leur approche, dans leur comportement, dans leurs relations. Donc souvent, je m'amuse à faire des spectacles avec ça, l'absurdité de nos comportements, quoi, on va dire. Qui est le plus sérieux entre le fou et le sage, quoi? Ou celui qui se prétend fou et celui qui se prétend sage. C'est vrai que j'ai fait tout un bouquin sur le bouffon de François Ier. Et il s'avère que oui, cette personne-là, au final, était plus sage que le roi ou le monarque en lui-même, quoi. Donc, c'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse parce qu'il faudrait déjà définir qu'est-ce que la sagesse, etc. Mais souvent, oui, on se rend compte qu'avec l'humour, on peut peut-être pas dénoncer, mais en tout cas pointer du doigt pas mal d'absurdités. Même le théâtre, pour moi, c'est de la danse. En fait, je suis toujours partie du fait que la vie, c'est de la danse, que n'importe quelle mise en situation, c'est de la danse. Et le théâtre, pour moi, les mots danse. On peut y trouver vraiment de la danse partout. Donc, en fait, je ne me pose pas la question en termes de texte. J'écoute les mots danser. Et à partir de là, les choses se font, ou pas. Je pense qu'on aime tous, qu'on nous raconte des histoires, parfois même qu'on nous les re-raconte. Quand on est enfant, on aime bien dire je veux que tu me racontes celle-là, on la connaît par cœur, mais on va aussi redécouvrir quelque chose de neuf à chaque fois. Donc je pense que c'est inscrit en nous, la lecture et l'écoute des histoires depuis qu'on sait, depuis qu'on comprend, depuis l'âge de comprendre. Je dirais que la lecture, c'est aussi à voix haute. Effectivement, pour moi, il y a une place on laisse la place à l'imaginaire aussi. Alors la lecture, à proprement dit, face à son bouquin, ou à sa tablette maintenant, je trouve que ça ouvre sur l'imaginaire et lorsque c'est porté par une voix, j'ai l'impression que ça permet à un public, par exemple, de se laisser porter et d'ouvrir son imaginaire et de se laisser porter par les mots. On est allé visiter la cage de Janet. Il y avait 2 bouteilles vides, un bout de papier de chocolat et une racine sèche de forme bizarre. Maurras l'a mise dans sa poche. Jaume a haussé les épaules. Non. C'est de nous qui doit venir le remède. Ces racines-là, ces graines de cyprès, toutes ces peinturlures, là, ça sert à rien. C'est moi qui te le dis. Hein. Le remède, non, c'est dans nos bras et dans nos têtes qu'il est. Dans nos bras surtout. Parce que les collines, ça se mène comme les chevaux, dur. Tu comprends bien que je les connais, les collines. Hein. J'ai pas chassé sur elles pendant 30 ans sans avoir appris leur façon de faire. Écoutez-moi, ça va nous tomber sur le poil d'un coin que nous ne surveillons pas. Quelque chose comme les voyages de Gulliver, peut-être, parce que c'est drôle et ça vous invite toujours, là aussi, à changer de pied, parce que Gulliver, il n'est jamais dans la bonne dimension. Il est trop grand, il est trop petit et il est obligé de se réadapter sans cesse. C'est une bonne manière de considérer les nécessités de la vie. Alors je dirais Mon Utopie, c'est un livre d'Albert Jacquard qui était un généticien, il est décédé il y a quelques années, qui est un mec qui m'a beaucoup fait réfléchir sur l'idée de compétition.
Moi, j'ai grandi dans les années 90, j'étais fan de foot, tu vois, on est sur un terrain de foot, je suivais l'OM et tout, donc il fallait gagner, la culture de la gagne, etc. Je lisais L'Équipe, genre le journal L'Équipe tous les jours, mes parents étaient marchands de journaux, et j'ai grandi là-dedans. Mes parents n'étaient pas du tout dans la compétition, mais voilà, moi j'ai grandi là-dedans avec les potes, on jouait au foot et tout. Et puis en lisant ce livre, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas l'idée la plus débile qui soit d'essayer de trier des individus sur un classement qui est vertical, quoi. Albert Jacquard, il a cette phrase formidable, il dit « Un gagnant, c'est un fabricant de perdants ». Donc c'est quelqu'un qui crée énormément de tristesse au final. Et si on réfléchit bien à l'histoire de l'humanité, on est là parce qu'on a beaucoup plus coopéré qu'on s'est foutu sur la gueule. On a l'impression qu'on s'est beaucoup foutu sur la gueule. Et c'est vrai, mais s'il n'y avait pas eu de la coopération, on n'aurait même pas survécu. Donc ouais, c'est un mec qui m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus, notamment ce bouquin-là. Il y en a plein, mais... Mon utopie, c'est pas son testament intellectuel, mais quasi, c'est la fin de sa vie. Il fait un espèce de bilan de toutes ses expériences et il en tire des conclusions. Et puis, comme le titre l'indique, il trace des lignes qui sont assez pertinentes pour moi, pour l'avenir, etc. Donc, ouais, je dirais mon utopie, Albert Jacquard. Il y a un livre que je conseille tout le temps, parce que j'adore ce livre, c'est Dracula. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre qui a été un peu galvaudé parce que le cinéma l'a rendu très caricatural, mais le roman Dracula d'Abraham Stoker, qui est paru en 1898 à Londres, est un chef-d'œuvre de littérature pour moi, de fantastique pour ceux qui l'aiment, mais il y a tout dedans. Il y a de la poésie, on a peur, il y a de l'amour, il y a de tout. Pour moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup ému et qui m'a donné envie de danser, de chorégraphier, c'était Les Malheurs de Sophie. C'est pas tout jeune. Et justement, j'avais découvert Les Malheurs de Sophie grâce à une voisine qui était très âgée, qui avait une bibliothèque incroyable, et elle m'avait lu Les Malheurs de Sophie. Donc elle m'en lisait deux, trois chapitres tous les 2-3 jours. Et en fait, en même temps qu'elle racontait, moi je pouvais alors, c'est pour ça que je dis l'imaginaire, je voyais le chat danser, je voyais cette petite fille faire des bêtises, etc. Et pour moi, comme tout est danse, voilà, c'est le cas de dire. Voilà, Les Malheurs de Sophie, c'est quelque chose qui m'a inspirée, qui a éveillé, j'avais 12 ans, 12-13 ans, mais c'était quelque chose d'important dans ma vie.